Radiogie. Le 9-10, Léa Moscona. Et nous parlons de généalogie juive aujourd'hui à l'occasion d'une expo au Centre européen du judaïsme. Et pour en parler, nous sommes en compagnie d'Alain Nedjar, qui est administrateur du cercle de généalogie juive que nous connaissons bien, chaque mois ou presque. Alain vient nous parler de généalogie juive d'une région particulière ou d'une autre et d'événements. Il s'agit d'un événement puisque c'est un nouvel écrin pour cette belle exposition, Alain. Oui, tout à fait. Bonjour Léa. Bonjour. Oui, en fait, nous avons eu le plaisir et le bonheur d'être invités par le Centre européen du judaïsme, dont le président est Joël Mergui, que je tiens à remercier particulièrement, ainsi d'ailleurs que toute son équipe, puisque l'organisation de ce salon a été facilitée par Nathalie Abécassis, Nathalie Lezerovitch, Myriam Marciano et Nathalie Wittenberg, qui m'ont procuré, je dirais, toute leur aide pour faciliter la présentation du salon. Donc, le Centre européen du judaïsme nous apparaît effectivement, comme vous l'avez dit, comme un écrin. C'est un endroit où à la fois l'intellectualité, le culturel et le cultuel sont en véritable harmonie. Oui, absolument. Puis c'est un bel écrin parce que il est tout neuf. C'est un centre magnifique avec une magnifique synagogue également. Alors ça se passe dans un salon particulier. Oui. Alors centre. Le salon a lieu dans la salle dite Jérusalem. Oui. C'est une salle qui jouxte la synagogue, Ouais. qui est une synagogue absolument magnifique, très moderne. Et je pense que cette salle était tout à fait propice et avait un aspect pratique pour pouvoir montrer l'intégralité de panneaux, de tableaux que nous exposons, qui sont chacun des itinéraires familiaux. Oui, c'est magnifique. C'est une exposition qui était assez difficile, j'imagine, à réaliser, mais vous accordez à chaque région, chaque origine, une histoire finalement, et puis vous prenez un exemple d'itinéraire comme vous venez de le dire. Alors, c'est une expo qui commence à partir du 12 mars, là, dans quelques jours. Oui, disons que l'inauguration se fera le 12 mars. Monsieur Joël Mergui va y passer, il passera pour l'inauguration. Oui. L'exposition va durer une semaine après. Elle a commencé déjà depuis quelques jours, et donc on peut passer et voir, admirer, modestie mise à part pour le cercle, mais admirer justement ces panneaux, ouais. Puisque la préparation de ces tableaux a nécessité pratiquement une année de travail. Alors, il faut préciser que le cercle de généalogie juive a 40 ans et que c'est la première fois que ce cercle organise vraiment un salon, une expo aussi complète, parce qu'il faut du temps. C'est un travail de longue haleine, la généalogie. Oui, en vérité, nous avions organisé une exposition au Musée d'art et d'histoire du judaïsme où j'ai reçu un grand nombre de personnes. D'ailleurs, on a été obligé de refuser, je dirais, l'entrée. Oui. Puisqu'il y a un engouement actuellement pour la généalogie. Et l'ambition du cercle, c'est de procurer à tous ceux qui ne sont pas des généalogistes, leur donner toutes les facilités pour entrer dans ce monde. Mmh. Parce qu'au-delà, si vous voulez, de l'aspect technique, scientifique, c'est un monde que l'on découvre progressivement. Mmh. Et ce que l'on donne, c'est la porte ouverte sur un monde qui nous appartient et pourtant on ne le connaît pas encore assez. D'abord, c'est extrêmement difficile. C'est vrai, vous le dites, il y a l'aspect technique. Cet aspect technique, c'est souvent des portes closes. Oui. Il faut les ouvrir. Oui. Mais ces portes-là, on ne sait pas trop où les trouver non plus. Ce n'est pas seulement les mairies, mais il y a aussi les cimetières. Il y a beaucoup d'administration et puis de la bureaucratie qui nous empêche d'enquêter vraiment. Oui, pardon. Pardon, non, je vous en prie. Alain, je voulais dire, et lors de cette expo, quand je disais que c'était la première, effectivement, c'est inclus celle du Musée d'art et d'histoire du judaïsme, il y a des personnes, des bénévoles qui sont de véritables professionnels en la matière et qui donnent des infos. Absolument. D'ailleurs, ils seront tous là. Ils vont venir et ils seront tous là. Je dirais pour renseigner, car nos bénévoles, donc les membres de notre conseil d'administration, sont tous des experts en matière de généalogie, pas essentiellement sur le plan technique, comme on l'a dit tout à l'heure, mais experts de leur région. Ce sont des passionnés
d'abord, des experts, comment dirais-je, autant en histoire qu'en généalogie, et ils pourront renseigner chacun sur la manière d'aborder, de commencer une généalogie. Les itinéraires familiaux qui sont développés tout autour de la salle donnent un exemple de ce que l'on peut trouver et retrouver, car les parcours proprement dit de juifs sont souvent inattendus. Ils sont souvent inattendus et ils permettent de mieux comprendre d'où on vient. Oui, quand vous dites inattendu, ça veut dire que les populations juives ont immigré, elles sont passées d'Europe en Amérique latine, d'Amérique latine en Amérique centrale, etc., reviennent en Europe. Enfin, ça a bougé, donc c'est pour ça que c'est inattendu. Les Juifs ont la bougeotte. Les Juifs ont la bougeotte, on les retrouve partout. Et en l'occurrence, ce que nous avons voulu montrer, c'est que les parcours, au-delà, je dirais, des parcours reliés à la souffrance proprement dite, les parcours sont intéressants en soi, parce qu'ils sont toujours associés à des lieux, et donc associés à la culture du lieu et à la culture du monde en général. Donc, si vous voulez, et à la politique. Donc, le juif n'est pas autocentré sur lui-même. Au contraire, il participe, je dirais, à la vie des communautés, et particulièrement là où il vit. Et il est vrai que le juif devient un peu le caméléon des endroits où il a habité. Peut-être même un baromètre de la situation socio-économique du lieu. Hein. Ah oui, c'est sûr que c'est le premier baromètre. Ah, c'est le baromètre. Alors, vous avez intitulé cette expo « Des racines et des ailes ». Pourquoi ? Eh bien, si vous voulez, il faut avoir conscience que aujourd'hui, le monde actuel va, vient, est éphémère. Et le monde futur, on ne le connaît pas. Par contre, le monde, entre guillemets, ancien ou le monde passé, le nôtre, celui de ses parents, celui de sa communauté, c'est un monde qui a existé et qui, en soi, devient un champ d'études, d'investigation et de mémoire. Et lorsque on fait de la généalogie, progressivement, on rentre au cœur des familles. Et rentrant au cœur des familles, on s'aperçoit que c'est intéressant en soi, que ce monde nous appartient et qui nous accompagne. Et si vous voulez, c'est un nouvel espace auquel on accède. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important, notamment pour le psychisme. Ouais. Ce que vous voulez nous dire, c'est qu'en recherchant la vérité de nos racines, ça nous donne parfois des ailes pour aller de l'avant. C'est un peu ça. Ben bien sûr. Comment dirais-je, comme dit le proverbe juif ashkénaze, je crois bien, on n'a que deux choses à donner à nos enfants, des racines et des ailes. Oui, absolument. Pour avancer dans la vie, encore faut-il connaître bien son passé. Et puis, c'est un bonheur et c'est un plaisir de savoir. Et puis, il y a la curiosité aussi de savoir d'où l'on vient. Est-ce qu'il y a eu des personnages épatants? Est-ce qu'on a eu des personnalités également dans notre arbre généalogique? Mais toujours, on découvre effectivement qu'il y a des personnalités, qu'il existe des dynasties, si vous voulez, juives. Donc c'est intéressant à découvrir. Et certaines dynasties, ne serait-ce que par exemple celle du capitaine Dreyfus. Celle du capitaine Dreyfus, le petit-fils, comme l'arrière-petit-neveu du capitaine Dreyfus, n'est autre que le chanteur Yves Duteil. Oui, absolument. Et sur l'un des panneaux que nous avons créé, nous avons pu écrire les strophes, la dernière strophe d'une des chansons d'Yves Duteil, que lui-même nous a généreusement accordé la possibilité de l'imprimer sur ses panneaux. On sait à quel point c'est important pour lui cette généalogie, puisqu'il en a même fait une œuvre, une chanson. Absolument. Donc effectivement. Et alors vous parliez tout à l'heure d'itinéraires particuliers. Est-ce que vous avez dans votre mémoire, puisque vous y travaillez aussi depuis longtemps, Alain, dans ce cercle de généalogie juive, est-ce que dans votre mémoire, vous avez des itinéraires qui vous ont marqué, des découvertes également? Oui, il y avait, il y a des itinéraires. Par exemple, nous avions à un moment donné retracé l'itinéraire de la famille Yahya, de la famille Lustig. Ouais. Et en l'occurrence, ce sont des itinéraires qui partent de l'Empire ottoman pour se retrouver finalement en France, dans le 11e arrondissement. Et en y travaillant, nous avions travaillé parallèlement à un itinéraire d'une famille d'Armont, et il s'avère
que cette famille est partie en Israël dans les années 1943 sur le même bateau, le Negba, et on a retrouvé finalement que ces familles se sont retrouvées sur le même bateau, alors qu'au départ, nous n'avions absolument pas connaissance. Donc voilà un exemple, je dirais, de rencontres curieuses. Mais lorsque nous exposons ces fameux tableaux, vous allez pouvoir voir par exemple Durkheim, l'histoire de Durkheim. Oui. Vous allez voir des tableaux qui concernent la Tunisie, qui concernent par exemple un peintre qui s'appelle Moïse Lévy. Moïse Lévy, c'était il était appelé l'aristocrate du pinceau. Bon, eh bien on va découvrir son parcours de Gibraltar à la Tunisie en passant par la France. Bref, il n'y a pas un seul parcours. Romans, hein. Ce sont des romans. Voilà, ce sont des belles histoires. Hein. Oui. Ce sont des belles histoires et qui chacune mériterait, je dirais, son livre. Mais finalement, c'est ce que vous avez tenté de faire avec vos panneaux, parce que chaque panneau, on s'y arrête plusieurs minutes, on lit, on découvre des parcours étonnants, et puis c'est peut-être aussi le parcours de toute une parfois tout un clan. Je sais que le terme est un peu bizarre, mais oui, parfois c'est un clan, une famille qui a suivi un cheminement original. Oui, et on découvre cela. Absolument, ou même des découvertes. Vous avez raison, au niveau, je dirais, des itinéraires et des cheminements. Mais même, il y a des familles que l'on découvre. Par exemple, Rickless, la famille Rickless, qui est une famille. Les bonbons, vous voulez dire les bonbons? Les bonbons, enfin, pas les bonbons, Ah, mais c'est pas seulement des bonbons. Bon, c'est pas seulement des bonbons. Bon, mais par exemple, cette famille Rickless, on découvre tout leur parcours d'Amsterdam à Lyon. Et il s'avère que c'est Liane Nedjar qui s'est occupée, je dirais, d'étudier cette famille Rickless. Mais au départ, on ne connaît pas grand-chose de cette famille. Et on découvre que cette famille avait justement été juive. C'est de même, d'ailleurs, pour d'autres familles totalement ignorées, on découvre par la généalogie des ascendants supposés, et c'est ce que permet effectivement nos travaux. Oui, parce que l'histoire a fait, par exemple, que certaines familles juives ont dû soit se convertir, soit changer leur nom, soit totalement oublier leur culture, et donc ça disparaît avec le temps, et la recherche généalogique, c'est une enquête. Oui. Et cette enquête permet parfois de révéler. De révéler, ou alors de mieux apprécier. Je lisais un livre récemment de Jean-Louis Debré, qui avait intitulé son livre d'ailleurs Une histoire de famille, qui, la coïncidence veut que notre exposition s'appelle également Une histoire de famille. Et Jean-Louis Debré était revenu justement sur son itinéraire familial, et et à son attachement, je dirais, au lieu, à l'endroit dans lequel ses parents vivaient. Or, on s'aperçoit effectivement chez les Juifs que le lieu dans lequel on vivait, le lieu dans lequel nos parents vivaient, c'est un lieu qui nous procure de l'émotion, de l'histoire. Et finalement, si vous voulez, ces lieux ne sont pas des lieux étrangers, ce sont les nôtres. Car on ne vit pas pendant des siècles ou des années ou des dizaines d'années dans un endroit sans apprendre à l'aimer, à comprendre sa lumière, à être marqué, la culture, l'accent, le goût, si vous voulez. Donc, on s'attache finalement au lieu, et donc le lieu est important pour notre construction. Je pense les lieux qu'ont connus nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents, ces lieux-là, ça se transmet par la cuisine, par exemple. C'est une transmission. Ça se transmet par des chansons. Ça se transmet par des expressions. Absolument. Donc, il y a un peu du pays de nos ancêtres en nous. Oui, et vous voyez à quoi mène la généalogie. Oui, c'est à tout finalement, c'est la vie. Est-ce que dans vos travaux de généalogistes, est-ce qu'il y a des régions, des pays qui sont plus facilement exploitables que d'autres? Alors, j'ai cru comprendre que, par exemple, au Maroc, si on veut comparer le Maroc avec l'Algérie, il n'y a pas de comparaison pratiquement. Le Maroc est très difficile en matière de généalogie parce qu'il n'y a pas de documents. En tout cas, il y en a peu. Il n'y a pas de documents, mais par contre, il y a une demande qui est énorme. Il y a une demande qui est énorme. Alors, fort heureusement, au sein même du cercle de généalogie juive, nous avons ouvert un département qui est un département Maroc, qui est piloté par le docteur Raquel Lévy-Toledano, que vous avez connu. Absolument.
qui est spécialiste notamment, bien sûr, du Maroc, mais également de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique ou DNA. Oui. Bon. Et en l'occurrence, nous développons ce département et nous avons de plus en plus d'informations et de demandes et de nouveaux adhérents en rapport avec le Maroc. Donc, on ne sous-estime absolument pas le Maroc. Au contraire, c'est un terrain vierge. Il faut trouver des voies parallèles plutôt que ces documents qui, par exemple, pour l'Algérie, là, il existe, je pense, il me semble qu'il existe pas mal de documents parce que ça a été répertorié, les naissances ont été répertoriées, les histoires également. Donc, il faut trouver des voies parallèles, dont l'ADN. Dont l'ADN, mais aussi, si vous voulez, un ensemble de documents très, très importants. Et les sources sont énormes. Et il faut exploiter toutes ces sources pour, à un moment donné, les regrouper pour avoir une vision globale. Oui, alors il faut engager peut-être aussi les gens à se faire connaître, à faire connaître leur histoire, même s'ils la connaissent eux-mêmes, mais pour les autres. Parce que par leur histoire, on va pouvoir décrypter ou arriver à comprendre une problématique d'une autre famille. Mais absolument. On recoupe les histoires. Oui. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons, je dirais, avoir un grand nombre d'adhérents, parce que les travaux que nous entreprenons sont des travaux quand même assez lourds. Nous sommes tous des bénévoles. Depuis 30 ans, nous avons une équipe de bénévoles essentiellement. Et évidemment, on a besoin du soutien. Et le plus on aura d'adhérents, le mieux on pourra construire à leur place, finalement, leur histoire et les aider à construire leur propre généalogie. Et servir la communauté tout entière. Alors, il y a le site, Cercle de généalogie juive. Et puis, le meilleur moyen d'aller à votre rencontre, c'est quand même à partir de ce 12 mars, peut-être même un petit peu avant, dimanche, au Centre européen du judaïsme, dans le 17e arrondissement, où là, on va vous voir et puis on se fait connaître. Très généreusement, vos collaborateurs inscrivent les gens ou leur donnent les moyens de travailler et de rechercher. Absolument. Aussi, nous serons là pour aider tous les visiteurs et pour qu'ils puissent souscrire à notre cercle, Et puis, s'ils ont des questions à poser, nous serons là et ils pourront découvrir sur place un grand nombre de choses. Oui, parce que parfois, c'est le début, Alain, qui est difficile. On se dit, mais par où je vais commencer ? Il y a quand même une sorte de guide pour l'apprenti généalogiste qu'il faudrait créer. Évidemment, mais il ne faut pas avoir peur. Et puis, il ne faut pas, faut pas s'épuiser. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Vous l'avez fait pour vous, j'imagine. Mais bien sûr. Évidemment, vous avez commencé par là, j'imagine. Et tous vos généalogistes, qu'ils soient... bien sûr. Mais très vite, si vous voulez, on dépasse le cadre familial. C'est-à-dire, on dépasse le cadre familial pour, je dirais, embrasser le cadre sociologique ou sociétal. Et à ce moment-là, si vous voulez, on s'intéresse à l'environnement. Parce que l'environnement, c'est important et finalement, c'est cela l'histoire d'une nation, c'est cela l'histoire du peuple juif. C'est une histoire familiale additionnée à d'autres histoires familiales. En fait, c'est la petite histoire qui s'inscrit dans la grande histoire. Exactement. Et peut-être aussi que cette petite histoire, ça donne une nouvelle facette à la grande histoire et aux historiens. Je crois qu'il faut prêter aussi, les historiens doivent prêter oreille aux généalogistes parce que peut-être que ça donne une vérité autre, un témoignage autre. Un témoignage autre et une forme d'architecture. C'est-à-dire que si vous voulez, l'historien, je dirais, supposons que l'historien écrive une histoire horizontale une histoire verticale, la généalogie sera une histoire horizontale. Absolument. Donc il y a à un moment donné une intersection. De toute façon, l'un complète l'autre. Aujourd'hui particulièrement, et avec le développement de l'informatique, ça accélère les choses, ça facilite les choses. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va plus vite. Tout à l'heure, on parlait du Maroc et de l'Algérie, effectivement, des pays, l'un qui est un peu plus délicat pour les recherches, alors que l'autre est plus simple. Est-ce que vous avez noté aussi des différences entre Ashkénazes et Séfarades ? Parce que les Ashkénazes ont vécu, évidemment, la Shoah. J'imagine que la Shoah a totalement effacé des documents, une lourde documentation sur les origines des rescapés. Oui, alors, et bien évidemment. Mais justement, au cercle, nous avons des spécialistes, si vous voulez, en rapport avec la déportation, l'Union soviétique, la Pologne, etc., qui, eux, déjà ont travaillé sur la manière de les rechercher des documents. Et encore une fois, on va faciliter, justement, par exemple, aux Ashkénazes, non, le passé existe,
tout n'a pas été détruit. Ouais. Et de toute façon, c'est justement en reliant les personnes aux autres que l'on arrive à reconstituer. C'est un puzzle. Donc, chaque petite partie de ce puzzle, à un moment donné, eh ben, on aura la représentation totale. Et c'est pour cela que l'on y travaille, c'est pour cela que ça prend du temps. Et nous avons encore une fois nos experts qui sont là Ouais. pour cela. Et c'est vrai que peut-être que l'on se fait une fausse idée et qu'il existe davantage d'informations que ce que l'on pense, parce que on peut baisser les bras parfois trop rapidement, alors que vous, quand même, le cercle de généalogie juive a des ressources, il y a des informations. Encore une fois, allez sur le site déjà, le site, voir vos informations, vous inscrire, vous adhérer, et puis aller à cette expo. Il y aura une conférence pour ouvrir en vernissage, si j'ose dire, de cette expo. Oui, je vous en remercie. Donc, si vous voulez, à vrai dire, je vais donner une conférence au nom du cercle de généalogie juive, où je vais, comment dirais-je, montrer la philosophie de la généalogie. Autrement dit, au-delà de l'aspect scientifique, on entre dans un monde, je dirais, sociétal, et également, je donnerai des exemples de généalogie reconstituée. Sinon, que puis-je vous dire d'autre? Comment dirais-je? Nous allons parler de certaines généalogies également tunisiennes et italiennes, et nous proposerons certains de nos ouvrages, dont un ouvrage que nous avions écrit sur les Juifs de Livourne, puisque nous avions retrouvé pratiquement toutes les ketubot de cette communauté depuis la fin du XVIe siècle. C'est vrai que le Cercle est aussi éditeur de quelques ouvrages. Sont de magnifiques, j'allais dire, des bibles, pratiquement des bibles qui sont réalisées par des historiens également, qui font partie de vos membres. Nous avons notre propre bibliothèque, si vous voulez. Une bibliothèque est constituée de milliers d'ouvrages, essentiellement généalogiques, que l'on peut consulter. Nous avons également des ateliers réguliers au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Donc nous donnons des conférences régulièrement, où nous invitons des personnalités du monde juif ou pas, si vous voulez, et où on parle de généalogie et d'autres sujets, comme par exemple M. Jean-Louis Debré et autres personnes. Dont on parlera d'ailleurs. On va donner rendez-vous déjà sur notre antenne. Merci infiniment, Alain, d'être venu nous voir. Je rappelle le rendez-vous à partir du 12 mars, à partir de dimanche 17h, même dans l'après-midi. On peut peut-être y venir un peu plus tôt pour voir bien évidemment. le Centre européen du surtout. Judaïsme et son président Joël Mergui veut vous attendre pour découvrir le cercle de généalogie juive. Vous y serez également, Alain Nedjar, et à très bientôt sur notre antenne. Merci. Merci Léa.